Bien, je pense que pour commencer, le plus simple, suite à la toute petite introduction que j'ai faite, c'est de vous demander un petit peu à chacun de vous présenter, parce que nous, on se connaît déjà, mais tout le monde ne vous situe pas forcément, et ce sera un prétexte idéal pour expliquer pourquoi vous êtes là, quels sont vos angles d'attaque sur la question de la formation en numérique, et en quoi vous avez des choses à apporter et des choses à dire. Voilà. Bien, bonjour à tous. Désolée pour ma voix qui est un peu cassée ce matin. Donc, je suis Michèle Archambault, je suis directrice adjointe de l'ESPE, donc l'École supérieure du professorat et de l'éducation, en charge particulièrement de l'ingénierie pédagogique, de l'innovation et de la communication. Et parallèlement, pas parallèlement, mais dans le cadre de mes fonctions, je suis également responsable d'un MEF, le Master MEF Documentation, dans lequel on travaille beaucoup les questions du numérique. Et à l'ESPE, responsable aussi du tronc commun qui s'appelle Collaboration, interdisciplinarité dans l'environnement numérique, où on forme tous les futurs enseignants, c'est-à-dire les enseignants qui ont réussi les concours du CAPES et de l'agrégation, qui sont fonctionnaires stagiaires, et on les forme à travailler en collaboration dans l'environnement numérique, donc à s'approprier le numérique pour pouvoir l'intégrer dans leur pratique et réfléchir à toutes ces questions. Donc c'est à ce titre-là que je vais intervenir aujourd'hui pour parler plus particulièrement donc, de l'acculturation des enseignants. Et là, je parle des enseignants du secondaire. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Fabien Lorenz. Je travaille au service des bibliothèques. Je suis à la fois responsable de bibliothèque, donc à la Bibliothèque des langues, et formateur. Puisqu'on verra ça dans cette table ronde, mais la formation fait maintenant partie intégrante du métier de bibliothécaire. Alors on forme les étudiants à la recherche documentaire et toutes nos formations ont lieu dans des salles informatiques où on passe forcément par l'outil numérique pour accéder à cette documentation. Et du coup, moi, je vais parler plus précisément de la formation des étudiants et par extension des chercheurs, puisque quand on forme des étudiants, finalement, on les forme aux outils qu'utilisent également les chercheurs dans leur travail quotidien à l'université. Bonjour à tous, je suis Jean Martel, je travaille à l'IDIP sur 2 dispositifs à destination des étudiants qui sont pluridisciplinaires. Et je suis là aujourd'hui par rapport à un de ces dispositifs-là, qui est Disrep 4.0, un nouveau diplôme universitaire qui a pour but de former les étudiants sur la transformation du numérique. Donc mon travail, c'est d'abord la sensibilisation des étudiants, c'est-à-dire leur expliquer ce que c'est la transformation du numérique, et aussi la sensibilisation des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire pourquoi c'est important de compléter une formation de base avec ces thématiques-là pour une valorisation des compétences pour l'entrée dans le monde du travail. Bonjour à tous, Roland Spanagel, je suis actuellement conseiller en entreprise, TPE, PME, en sécurité des systèmes d'information, ce qui était ma principale activité avant de partir à la retraite. Je travaillais à l'assurance maladie, où j'ai fait pas mal de stats d'informatique et de sécurité des systèmes les 10 dernières années. Et actuellement, je travaille avec le CCN sur un petit cursus d'initiation ou de vulgarisation à l'informatique en 6 séances. Présenter les matériels, les systèmes d'exploitation et les bonnes pratiques en matière de sécurité des données personnelles, surtout pour les usages privés. Voilà. Bon, et ben voilà, maintenant que nous sommes présentés, on va pouvoir attaquer le dur de cette table ronde. Alors, on a déjà eu des éléments de réponse par rapport à ce qu'on va aborder, puisque Frédéric a fait une présentation très exhaustive, mais je vais quand même poser la question, avec cette fois votre recul et votre vision des choses. On a beaucoup parlé de la transformation numérique, de ce qu'elle est, de ce qu'elle implique. Et la première question qu'on aimerait se poser ici, c'est de savoir, selon vous, selon votre pratique au quotidien avec les usagers, quelle est la force de l'impact de la transformation numérique sur notre monde à nous, hein, restons un peu autocentrés, donc sur le monde académique. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Oui, tu veux commencer, Florent ?
Alors, en bibliothèque, en fait, la transformation numérique a démarré très tôt. Elle a démarré il y a plus d'une quinzaine d'années, à une époque où, il me semble, on ne parlait pas encore de transformation numérique. En fait, c'est tout simplement l'arrivée des revues électroniques qui a changé énormément de choses dans notre métier. Pour une partie importante de notre public, qui sont les enseignants-chercheurs. Cette arrivée a été relativement massive dans le domaine des sciences, qui était le domaine dans lequel je travaillais. Et du coup, avec cette arrivée des revues électroniques, on a aboli très tôt en bibliothèque la contrainte de lieu et de temps. Plus besoin de venir à la bibliothèque et plus besoin de venir pendant les horaires d'ouverture de la bibliothèque. Les chercheurs ont pu consulter cette documentation depuis n'importe où, depuis chez eux, à tout moment. Alors, ça a impliqué quand même beaucoup de choses aussi pour notre travail à nous. Du coup, puisque les chercheurs ne se déplaçaient plus en bibliothèque, c'était du coup à nous, bibliothécaires, d'aller vers les chercheurs. Et du coup, notre métier a évolué. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à donner des formations aux usagers sur justement ces ressources électroniques. Voilà, alors l'exemple que j'ai concret, c'est que je travaillais dans une bibliothèque, la bibliothèque Blaise Pascal, qui a été rasée récemment, et au début des années 2000, enfin non, même à la fin des années 90, on a rajouté un troisième étage. Et dans ce troisième étage, au moment où on a conçu ce troisième étage, il était question d'avoir une salle réservée aux enseignants-chercheurs. C'était dans le projet. Et entre le moment où le projet a été pensé et le moment où il a été réalisé, cette transformation numérique a eu lieu, les revues électroniques sont apparues, et du coup, on avait cette salle réservée aux enseignants-chercheurs, où aucun enseignant-chercheur n'est venu, et qui est resté inoccupé. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec cette salle ? Eh bien, tout simplement, on l'a transformée en salle de formation pour justement accompagner cette transformation numérique et former les usagers à ces nouvelles ressources et à cette nouvelle manière d'accéder à la documentation. Alors pour aller un petit peu plus loin, là, que l'usager qui se retrouve confronté à un environnement qui évolue et qui se transforme, moi j'aimerais insister sur la notion plus que de transformation, c'est vraiment de parler de culture numérique, comme en parle un chercheur qui s'appelle Milad Douaï, et qui insiste bien sur le fait que, et là je parle au nom des enseignants qui forment des enseignants, puisque c'est un petit peu comme des tables gigognes, on forme des enseignants qui vont former eux-mêmes des élèves. Donc on est sur plusieurs strates de la société. Et Milad Douaï insiste bien sur le fait que la transformation numérique agit, c'est d'abord un modèle économique, donc ça agit énormément sur l'économique. C'est aussi un modèle qui transforme le droit, avec les questions de droit d'auteur, avec les questions de téléchargement, enfin, il y a plein d'exemples possibles. Et c'est des transformations qui agissent sur les comportements sociaux, donc qui provoquent des bouleversements sociétaux très importants. Et donc, à l'école, et dans les universités également, on se retrouve face à des étudiants qui non seulement sont confrontés à des environnements qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils pouvaient rencontrer avant, mais surtout on est confronté à des personnes qui ont des usages privés qui vont peut-être dicter aussi leur comportement en cours et qui vont changer leur façon d'apprendre, leur façon d'appréhender les choses. Et donc, si impact il doit y avoir sur le milieu académique, il est bien là. C'est que le public a complètement changé de par ces transformations et que l'impact du numérique sur les usages privés transforme le rapport à l'étudiant et le rapport au savoir qu'il pouvait avoir. Je pense qu'on ira peut-être un petit peu plus loin tout à l'heure sur les usages. Je voulais juste préciser qu'un certain nombre d'études ont été faites, dont une à laquelle je pense, faite par deux chercheurs, Laurent et Fiori, qui ont démontré que le numérique n'a aucun impact sur la performance scolaire et sur la performance de l'étudiant, même dans le supérieur. Ce qui a un impact sur la performance, c'est clairement le contenu que le numérique facilite dans sa diffusion.
Donc concrètement, par exemple, chez les jeunes collégiens, ce qui a été démontré, c'est que regarder de la télé-réalité à longueur de journée a un impact extrêmement négatif sur la performance scolaire. Mais ce n'est pas le numérique là qui est en cause. Effectivement, ce qui est en cause, c'est le contenu, le numérique étant l'outil qui va faciliter par la diffusion rapide, par l'immédiateté, par tout ça, qui va faciliter la diffusion de ces contenus-là. Donc, c'est une des premières choses que je tenais à dire, pour aussi nous inciter à lutter contre cet effet magique. Alors, par rapport à ce que disait M. Vicaire tout à l'heure, sans forcément vouloir vous contredire, quand vous parliez du numérique qui permet de transformer la relation à l'étudiant et la relation au savoir et à la connaissance, vous disiez des étudiants qui vont apprendre ensemble via des outils, créer eux-mêmes leur dashboard pour pouvoir gérer leurs acquisitions de connaissances, leur développement de compétences. Là, il y a peut-être un côté magique sur lequel il faut vraiment réfléchir, parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Le numérique, pour l'instant, il donne vraiment du pouvoir à un certain nombre de contenus qui ne sont pas forcément ceux qui vont permettre d'apprendre. Et là, c'est le modèle économique qui est sous-tendu, qui est dessous. Merci. Alors, on va peut-être passer à la question suivante, puisque manifestement, la transformation numérique a un impact fort sur le monde académique. On s'en doutait un petit peu en même temps, hein, c'était une question naïve, hein, volontairement. La question est de savoir si cette transformation se fait facilement, si elle se fait de manière naturelle, surtout si elle se fait sans risque. Alors on a déjà évoqué quelques risques, quelques travers potentiels. Et donc est-ce qu'on pourrait peut-être s'attarder un petit peu sur les éventuels points de vigilance sur lesquels il faut s'attarder et donc les questions auxquelles il faut faire attention? Les points de vigilance, je dirais, c'est effectivement comment dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on va pouvoir dompter le numérique et utiliser le numérique en luttant un petit peu contre lui. C'est-à-dire que le numérique, c'est à la fois le médicament et le mal. Donc les points de vigilance, ce sera à mon avis de vraiment travailler sur la question des usages. C'est-à-dire de travailler l'usage qui est fait, non pas forcément des outils, mais de la façon dont les outils sont appropriés. Un autre point de vigilance va être de lutter, enfin pas de lutter, mais de faire attention à la diabolisation des outils. C'est-à-dire que souvent, soit l'outil est complètement valorisé, et là, à mon avis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'entrée outil est complètement à évacuer. C'est une formation intellectuelle qu'il faut autour du numérique. Soit l'outil est diabolisé, ce qui n'est pas non plus une bonne chose, puisque l'outil, de toute façon, est utilisé dans le cadre des usages privés. Donc l'idée, en termes de vigilance, serait de travailler la formation intellectuelle, le développement de l'esprit critique, de travailler la question de la ressource, bien au-delà de la question simple des outils. Tout à l'heure, vous parliez aussi des générations Z, de générations digitales natives, etc. Ces générations n'existent pas. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été clairement démontré. Ce qui existe, ce sont des personnes qui vivent dans un environnement numérique et qui utilisent des outils. Et le modèle économique fait que les outils sont sans arrêt mis sur le marché, que le marketing qui va autour fait que particulièrement les plus jeunes vont utiliser systématiquement ces outils, vont même les changer tous les 3-6 mois. Et c'est ces usages-là qu'il faut travailler, c'est-à-dire poser la question il faut travailler ces questions du droit, de l'économie, bien au-delà il faut travailler la question intellectuelle et beaucoup moins la question instrumentale, qui, elle, va de soi, pratiquement.
Je rejoins tout à fait ce que dit Michel. En bibliothèque, l'enjeu, il est là aussi. C'est-à-dire, ces outils sont apparus tout simplement parce qu'ils répondent à un besoin professionnel fort de la part des enseignants-chercheurs d'accéder à cette documentation de manière beaucoup plus facile. Mais c'est un usage qui existe depuis très longtemps. Ça s'inscrit dans une culture professionnelle qui est là depuis très longtemps et qui existait exactement, je dirais, du point de vue de l'usage, de la même manière en version papier, même si ça impliquait beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de temps pour le chercheur. Et du coup, l'enjeu pour nous, quand on donne des formations, c'est surtout pas de se limiter à l'usage de l'outil. On n'est pas là juste pour expliquer comment fonctionne l'outil. On est là pour expliquer dans quel contexte, de quelle manière. On est là pour vraiment donner une certaine culture professionnelle à l'étudiant qui s'inscrit dans la culture professionnelle de l'université, de l'usage de l'outil, et de manière éthique, mais aussi de bien vérifier la qualité de l'information, de bien sélectionner ses sources. Voilà, et c'est cet usage-là qui est important. On s'en rend compte de plus en plus dans les formations qu'on donne, au-delà même de simplement la compétence technique d'utilisation de l'outil. Voilà, c'est un ensemble, et quand on intervient sur ces questions-là, il est important de traiter l'ensemble. Je voulais juste rajouter, pour aller dans ton sens, que, à mon sens, il s'agit presque d'une question de déontologie professionnelle quand on est enseignant ou formateur. C'est-à-dire, quel type d'enseignant ou de formateur serions-nous à considérer nos étudiants, ou pour les enseignants du second degré, leurs élèves, uniquement comme des personnes que l'on a dans un espace clos. Si je prends là l'exemple des comportements déviants ou à risque qui existaient avant, mais qui sont multipliés et surtout qui prennent une ampleur énorme avec le numérique, comme par exemple la question du harcèlement et du cyberharcèlement. Ça a toujours existé, mais effectivement le numérique aujourd'hui permet des exhibitions massives et virales, donc ce qui crée un certain nombre de problèmes. Donc quel type d'enseignants serions-nous à dire, et là je pense un petit peu à l'interdiction qui est faite du smartphone dans les établissements scolaires. Ok, pas de smartphone dans les établissements scolaires, cela revient à dire, nous, dans les établissements scolaires, en tant qu'enseignants, on va enseigner à nos élèves à trier l'information. Ok, on va faire ce genre de cours, mais quel type de personnes, et c'est pour ça que je parle de déontologie, sommes-nous si nous ne voyons pas nos étudiants comme des personnes entières qui ont aussi des usages privés et qui utilisent, dès qu'ils sont sortis de l'amphi, de la salle de cours ou de la salle de classe pour les plus petits, qui accèdent au smartphone et à tout ça. Donc c'est bien une question déontologie que de faire de procéder à cette formation intellectuelle et ne pas s'arrêter à la formation instrumentale. Merci. Et puisque précisément on est en train de parler de cette nouvelle génération, des nouveaux, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit son nom, qu'il s'agisse d'une génération Z ou autre chose, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, ou ne pas lui donner d'ailleurs, est-ce que au contact de ces étudiants, de ces usagers au quotidien, vous avez pu vous rendre compte que ces digital natives, comme on les appelle, sont effectivement plus agiles avec les nouvelles technologies? Est-ce que ça tient du mythe? Est-ce qu'il y a un fond de réalité là-dedans? Quelle est votre sensation sur cette question-là? Alors moi, je rejoins tout à fait sur ce point-là aussi ce qu'a dit Michel. Pour moi, les digital natives, c'est un mythe. Alors c'est un mythe qu'on a inventé il y a des années maintenant, et on s'attendait à les voir arriver, et ils ne sont jamais arrivés. On le voit bien. Enfin, nous on le voit bien à la fois dans nos formations et à la fois dans nos bibliothèques. Ils sont très pointus, effectivement. Ces jeunes génération Z, comme on dit, ils sont très pointus sur certaines applications de leur smartphone, hein, plus que nous, effectivement, sur certaines applications bien précises. Mais en ce qui concerne l'usage du numérique en général,
Là, pas du tout. Et là aussi, notre rôle, pour revenir même un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est on forme à la fois des gens qui doivent avoir une culture professionnelle éthique, mais qui, au-delà de ça, on forme aussi des citoyens qui doivent avoir un esprit critique sur l'information qui va leur être donnée et sur l'usage qu'ils ont d'Internet. Une des choses que nous, on doit faire en formation, c'est... disons que dans leur usage, de toute façon, on concurrence plus ou moins Google. Et du coup, on est bien obligé d'aborder cette question-là en formation, ne serait-ce que pour leur démontrer que justement, ce que Google offre n'a rien à voir avec ce que les outils professionnels de l'université peuvent leur offrir. Et sur ces sujets-là, il y a énormément de travail à faire. Ils n'ont pas... l'esprit critique par rapport aux outils qu'ils utilisent et à l'information qu'ils peuvent trouver en règle générale sur Internet. Et là aussi, on a tout un travail à faire. Et j'ajouterais aussi que même sur les usages du numérique, même en bibliothèque, sur l'usage des ordinateurs, on a énormément de questions de la part des étudiants, énormément d'aide à apporter, ne serait-ce que sur l'usage, la transformation numérique a apporté des choses formidables comme le nouveau système d'impression, etc., à distance, etc. Et même sur ces choses-là, on doit beaucoup les former. Ils ne sont pas autonomes sur ces questions-là. Roland, tu as peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, sur les... Je suis assez d'accord, moi, quand même, pour parler de digital native et puis d'immigrant, digital immigrants, c'est-à-dire les générations du vieux monde comme moi. Je veux dire, ça se passe au niveau de l'ergonomie, de la facilité à obtenir une information pour ces générations. J'ai un fils qui est né en 86. Il a appris à se servir d'une souris en moins de 3 minutes. Il avait 6-7 ans. Professionnellement, l'informatisation de l'assurance maladie date de la fin des années 80. Je me suis fait engueuler comme c'est pas possible parce que j'avais dit aux gens, à l'époque je dirigeais un service à Colmar, les gens qui étaient un peu plus âgés que moi à l'époque, je leur ai dit, bon, la souris ça vous désarçonne, etc. Carrément des troubles psychomoteurs, quoi. Hein. Il y a des gens à qui ça donnait le vertige, qui étaient au bord de vomir, ça existe. Et je leur ai dit, pendant votre pause du matin, votre pause de l'après-midi, parce qu'à la Sécu, on va y avoir une pause, vous jouez au solitaire. Scandale. Scandale. Mais on a eu du résultat. Je veux dire, il y a une appréhension qui est tombée, il y a eu une facilité d'utiliser l'outil par la suite, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes générations, elles ont eu une facilitation ergonomique, je dirais, parce qu'elles sont nées avec. Hein, je veux dire, moi, à 6 ans, pas comme mon gamin, j'avais pas d'ordinateur, j'avais des bouquins. Hein. Moi, c'était tourner les pages et connaître l'alphabet pour me servir du dictionnaire. Voilà. À 6-7 ans, c'était ça mon problème, ou ma solution. Et donc, il faut quand même prendre en compte, je veux dire, surtout dans le milieu professionnel, et puis on en parlera peut-être après dans le domaine privé, il y a des classes d'âge. Et selon les classes d'âge, les enjeux ne sont pas les mêmes, les informations qu'on cherche ne sont pas les mêmes, la commodité qu'on va chercher, je pense à l'obligation de déclarer en ligne maintenant ses revenus, des choses comme ça, il y a des gens qui ont le couteau sous la gorge. Alors, qui va les prendre en charge ? On a un décret, faites votre déclaration en ligne. Ok. Avec qui ? Comment ? En combien de temps ? Voilà, ça c'est des questions à se poser. Voilà, il y a une diapo qui est pas mal là. On a les natives et puis les vieux dans le fond. Le vieux monde est derrière eux. Voilà. On reviendra sur la question des déclarations, des démarches, de l'impact de la transformation numérique également sur la sphère privée. Alors avant d'attaquer la sphère privée, puisque manifestement c'est un fait, hein, la transformation numérique a un impact fort sur le monde académique, on va peut-être un peu maintenant réfléchir à son impact sur la sphère professionnelle, puisqu'a priori nos étudiants, une fois diplômés, la plupart du temps se mettent en quête d'un emploi et généralement s'insèrent dans la vie professionnelle. Alors, est-ce que cette transformation numérique s'observe également ? Est-ce qu'on observe un impact déjà immédiat maintenant dans le monde professionnel ? Est-ce que, Jean, par exemple, est-ce que tu as des choses à partager avec nous à ce sujet ? Alors, oui, effectivement. On sait que pourquoi on a créé ce diplôme, déjà, ce diplôme universitaire, c'est parce que ça vient d'un constat qui est assez simple et qui dit qu'à horizon 2020,
on aura 50 000 postes vacants dans les thématiques numériques. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit et entendu souvent, numérique n'est pas égal à informatique. Et ça, c'est très important de le préciser. Oui, il va y avoir dans ces 50 000 postes des postes de développeurs informatiques, mais moi, pour avoir travaillé en tant que recruteur sur ce type de poste-là, être juste développeur informatique ne suffit plus. Donc même pour cette thématique-là, il y a une dimension de transformation numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va aller voir un client qui veut aller vers la transformation numérique, on a envie d'emmener un développeur dans cette réunion technique pour qu'il puisse apporter des solutions, mais il doit être capable aussi de comprendre quels vont être les changements de l'entreprise, c'est-à-dire comment on va la faire évoluer pour qu'elle puisse évoluer dans le sens de la transformation numérique. Et donc ça, c'est plus une compétence qui est que informatique, c'est une compétence qui est plutôt transverse. Et c'est vraiment ça qu'on essaye aujourd'hui d'apporter par le biais de ce diplôme-là. C'est vraiment sortir juste de l'idée que la transformation numérique est informatique, mais qu'elle touche tous les métiers vraiment. Donc l'idée de ce diplôme universitaire, c'est de comprendre que suite à une compétence métier, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne de chimie, de ressources humaines ou autres, sciences sociales, que le numérique va changer ces métiers-là. Et l'idée de ce diplôme, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'amener tous ces métiers dans des compétences transdisciplinaires et pluridisciplinaires, les apprendre à travailler ensemble et surtout comprendre quels sont les enjeux du numérique. On parlait avant de jeux vidéo, très rapidement. Je crois qu'en 2015, le jeu vidéo est passé numéro 1 des médias culturels. Donc ça, c'est à prendre en compte par rapport à ce qui était produit il y a encore 15-20 ans, qui était plus du domaine du produit que l'on peut toucher. Demain, la valeur va principalement venir de tout ce qui est numérique. Donc comment je vais adapter ces métiers-là ? Comment je vais adapter ces métiers-là, c'est la vraie question à laquelle on essaie de répondre dans ce diplôme-là. Et un des premiers champs d'action sur lequel je travaille, c'est vraiment la sensibilisation, que ce soit des élèves, mais aussi des enseignants-chercheurs, parce que la problématique aujourd'hui du numérique, c'est quels sont les métiers qui vont apparaître ou disparaître, mais surtout la différence vraiment entre informatique et transition numérique, encore une fois, c'est très très difficile aujourd'hui de sensibiliser les élèves à ça, parce que effectivement, dans leur esprit, transition numérique est égale à informatique. Est-ce que quand je suis en histoire, j'ai envie de me former à l'informatique ? Non. Je vais me former à l'histoire, mais je vais ajouter une composante transition numérique là-dessus. Et c'est vraiment ça qui est très très important pour moi, c'est de dire que les diplômes aujourd'hui qui vont accompagner les étudiants à cette connaissance-là, ils viennent non pas en remplacement de diplômes qui existent déjà, mais en complément. C'est vraiment important et c'est ça qui va les aider à rentrer dans le monde du travail de demain. C'est vraiment ces thématiques-là. On sait depuis longtemps, après l'industrialisation, que beaucoup de métiers ont disparu, notamment dans le domaine industriel, sur les chaînes de production. Aujourd'hui, il reste peut-être les métiers de vérification en bout de chaîne qui sont réalisés par des humains, mais on sait qu'avec l'intelligence artificielle notamment, demain, ça sera remplacé par des caméras et des ordinateurs. Donc ça, c'est la partie industrielle, mais il y a aussi toutes les autres parties qui touchent des métiers qui sont beaucoup plus pointus. On a cette image-là de l'industrie qui est assez précise dans nos têtes, puisque ça a eu lieu déjà il y a quelques années. Mais on a peut-être moins l'impression, avec l'intelligence artificielle, des métiers comme celui d'avocat qui va être amené à disparaître, au moins pour une partie de son travail, puisqu'on sait que toute la préparation en amont va pouvoir être réalisée juste par l'intelligence artificielle. Donc François Goer le disait en introduction ce matin, les prochains chantiers de la transformation numérique, et ce qui va amener les grands changements de rupture sont l'association du big data et de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de traiter un grand nombre de données, ce qu'on n'était pas capable de faire avant,
et surtout de les traiter. On a tous l'image, il y a, je pense, dans les débuts des années 90, d'une intelligence artificielle qui arrive à battre un champion d'échecs. Ça a fait beaucoup de bruit dans les médias. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, pour vous donner une image assez concrète de ce que c'est capable de faire, on n'a plus besoin de lui apprendre ce que c'est le jeu d'échecs. C'est-à-dire que juste en lui donnant un très très grand nombre de parties, des millions et des millions, il est capable d'apprendre tout seul à jouer et de battre ce même joueur. C'est-à-dire sans lui avoir dit quoi que ce soit sur le jeu. Donc c'est vraiment, pour vous donner une idée, c'est pour ça que j'utilise cet exemple, les métiers de demain vont vraiment changer. Et la transformation numérique, c'est pas comment je l'ai fait, mais c'est comment je vais réagir à ces changements. C'est-à-dire, une grosse partie des changements, ça va être vraiment la ressource humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire concrètement des métiers qui vont disparaître, comment je vais adapter la connaissance aussi et la formation en entreprise de ces métiers-là. En ce qui concerne le métier d'enseignant, il y a aussi une peur de voir l'enseignant disparaître avec le développement de la formation à distance, par exemple, et le développement des plateformes en ligne où les étudiants peuvent aller. En fait, contrairement, je pense, aux avocats, l'enseignant, c'est quand même enseigner, c'est quand même un métier qui ne va pas disparaître, mais qui va être fortement touché par une transformation. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus enseigner de la même façon. Effectivement, la question de l'utilisation de la ressource, de la conception, de la construction même de ressources à mettre en ligne se pose et va fondamentalement transformer la médiation que travaille l'enseignant, mais n'est pas appelé à disparaître comme pour les avocats. En bibliothèque, on s'est beaucoup posé de questions sur l'évolution effectivement du métier de bibliothécaire par rapport à ça, et notamment sur la disparition du livre. Alors il y a eu des essais de bibliothèques sans livres, etc., mais ils ont vite remis des livres. Et en fait, c'est exactement ce que disait Frédéric. Moi-même, je ne lis que des livres papier. Et on pourrait penser effectivement que les étudiants maintenant préfèrent les livres en version électronique. Et en ce qui concerne le livre, vraiment la monographie, les étudiants préfèrent très nettement la version papier, même quand il y a une version électronique qui existe. Et du coup, pour moi, à l'heure actuelle encore, l'évolution la plus notable du métier de bibliothécaire, c'est pas du tout la disparition du livre. Alors quand je parlais de transition numérique tout à l'heure, effectivement je parlais des revues. Donc il y a une grande différence entre livres et revues. Les revues sont toutes en version électronique et c'est très bien, ça correspond à un usage, mais les livres, ils sont toujours en version papier et ça n'a pas changé dans le métier de bibliothécaire. Et la transformation la plus notable du coup, c'est le fait que le bibliothécaire à l'heure actuelle est un formateur, et que ça fait partie intégrante du métier de bibliothécaire, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Oui, moi je voudrais au niveau de mon expérience en entreprise, on parlait du remplacement des métiers. Le problème majeur qu'on a eu à l'assurance maladie, c'est que nos chefs n'avaient pas pensé à la conduite du changement. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des palettes à beau matin avec des PC. On a commencé par 4-5 par site, faites-vous la main là-dessus, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'application nationale pour gérer soit le remboursement des prestations en caisse primaire, soit le dossier médical au contrôle médical de l'assurance maladie. Conduite du changement, néant. Voilà. Donc chaque petite hiérarchie locale, je travaillais au service médical Alsace-Moselle, donc Alsace-Moselle, sur 9 sites. Chaque site a pris ou n'a pas pris d'initiative. Alors ça dépendait surtout de la personnalité des chefs de service. Voilà. À l'époque, moi j'étais à Colmar, on m'a donné de beaux jouets, je m'en suis servi, j'ai tout débriefé, je me suis même à cette occasion-là acheté un ordinateur et comme j'avais pas le temps toujours au boulot, j'ai désossé l'ordinateur que je venais d'acheter, etc., etc. Mais pas de conduite du changement, des réactions qu'on a eues au service médical dans les années 89-90, on a eu des démissions. Ces démissions, je les avais déjà connues en caisse primaire quand on a commencé à informatiser ça à la fin des années 70. Il y a des gens qui ont dit, des gens qui avaient 40 ans, c'était pas des vieux. Moi, l'informatique, jamais, je me barre. Ça posait problème aux collègues, pas aux chefs, bizarrement. Ça, je vous parle d'une administration au sens péjoratif, là.
On a beaucoup évolué. Le remplacement s'est fait, le remplacement de certains métiers s'est fait par une absence de recrutement pendant une quinzaine d'années. On était plus de 100 000 quand j'ai commencé à travailler en 1974. Je suis parti en 2014, on était 73 000 sur l'assurance maladie. Il n'y a pas eu de licenciement, bien que ce soit prévu par la convention collective, ce qui faisait peur à certains. Article 57, suppression personnelle pour des motifs économiques. On n'est pas fonctionnaire, on cotise aux ACDIC, on est de droit privé à la Sécu. La deuxième chose, à part cette absence de conduite de changement, donc de management, je dirais de base, hein, c'est ce qu'il faut faire, ça a été pour les formations, via la formation, les formations suivantes, on ne s'est pas posé la question de l'adéquation métier-formation. Moi, j'ai refusé des formations perfectionnement Word, parce qu'il n'y a pas lieu de perfectionner. Je veux dire, une initiation suffisait. Savoir créer un document, le mettre en forme, c'était bon. Savoir l'imprimer, c'était bon. Créer un modèle, c'était bon. Après, le perfectionnement Word, j'ai pas dit il n'y a pas d'argent, j'ai dit il n'y a pas lieu de... Donc, j'avais pas toujours la cote. Il y a cette adéquation-là qu'il faut surveiller, et la plus-value qu'on a évoquée ce matin aussi, ou la valeur ajoutée au métier par l'informatisation de certaines tâches. Ça, c'est les deux grands principes qu'on a loupés à certaines périodes dans l'entreprise. Ouais. Ben, on va continuer avec toi, Roland, puisque on a évoqué la sphère académique, on a évoqué la sphère professionnelle. Quid de la sphère privée? Est-ce que, sans doute évidemment, il y a un impact fort des nouvelles technologies sur la sphère privée? Est-ce que tu as des choses à partager avec nous à ce sujet, notamment sur la généralisation des démarches administratives, par exemple, qui passent de plus en plus, qui se dématérialisent de plus en plus? Ouais, l'utilisation de l'outil va être incontournable bientôt. Hein. On a un décret qui est sorti qui oblige les gens à déclarer, par exemple, leurs revenus en ligne. Les préfectures n'acceptent plus de demandes, certaines demandes au guichet, ce qui est d'autant plus sympa qu'on a toujours un accueil fantastique au guichet de la préfecture à Strasbourg. Donc il va y avoir cette difficulté-là pour certaines catégories de la population qui souhaitent, je pense aux seniors, hein, le quatrième âge, s'ils n'ont pas des enfants ou des voisins ou une assoce qui s'occupe d'eux, ils ne vont pas pouvoir le faire. Il y a les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter le matériel. Quid des 10% d'illettrés que nous avons en France, hein, j'ai travaillé avec le Secours populaire français, pour ne pas le citer, où j'ai essayé de donner, avec la collaboration du CCN pour la salle et le matériel informatique, on a essayé de faire ce qui a précédé le cursus que j'ai mis en place après. Problème, on a une clientèle au Secours populaire français de 70% d'étrangers, donc barrière de la langue. Sont venus à ces séances d'initiation des gens qui n'utilisaient que le smartphone, qui n'avaient jamais vu un ordinateur. Donc on s'est complètement gouré au niveau de la cible. Hein, on a pu reprendre ça après avec d'autres publics. Mais là, il y a un problème. Mais le Secours populaire, bon, j'ai un peu arrêté de l'étaner avec ça, mais l'informatique et l'usage de l'informatique pour les gens qui le prennent en charge ne les intéresse pas vraiment. Hein, ils sont ailleurs. Donc, voir ça avec d'autres assos où, grâce au CCN et au PSTN, on peut faire des choses. Mais moi, je suis assez sceptique sur l'inclusion de tout le peuple français dans la démarche de numérisation de cette société, etc. On aura des exclus. Et c'est chaque fois pareil. On a inventé la bagnole, c'était fantastique. On a inventé Internet, super, ça va être le paradis, tout le monde va communiquer. On avait une télé dans chaque foyer, super, ouverture sur le monde. Si vous reprenez les émissions d'Hanouna, hein,
ouverture sur le monde. On parlait de la télé-réalité qui est quand même salement toxique pour les cerveaux de nos gamins, voire certains adultes aussi. Non, il y a à chaque fois cette utopie qui se réalise, qui est fantastique, et puis après on descend. Je dirais qu'on a, pour certains très enthousiastes au début, on a une désillusion, etc. Puis après aussi au niveau juridique, on va falloir réguler. Hein. Donc la chasse au harcèlement, à la diffamation, etc., sur Facebook ou ailleurs, on l'organise comment? On légifère comment? Voilà. Alors, arrêtons un peu d'être béat à certains moments. C'est pas une accusation que je lance au public ou à mes collègues, mais arrêtons d'être béat. Et puis, j'ai rien contre l'empirisme, mais bon, ça suffit un peu de marcher dedans pour savoir que ça glisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut réfléchir avant. On peut réfléchir avant sur les impacts, les effets pervers, les présupposés de chaque chose. Et ça, je veux dire, je reviens un peu à la sphère privée. Il faudra s'occuper des illettrés, s'occuper des gens qui n'ont pas les moyens d'acquérir du matériel. Je ne parle pas du smartphone qui vaut un SMIC, hein, de l'iPod, je veux dire. iPhone, je m'y perds un peu. Il faudra s'occuper de ces gens-là. Qui va le faire? Avec quels moyens? Comment? Je ne sais pas trop. Et d'autre part, sur la sphère privée, on a des publics qui mélangent absolument le contenu et l'outil. Donc ça aussi, pendant mes formations et avec Sauf ce qui peut, je fais ça aussi, c'est casser le mythe, c'est un outil. Comme je le disais dans une réunion en début de semaine, un marteau, c'est un outil. Avec le marteau, je peux construire une maison, mais je peux aussi tuer quelqu'un. Donc, ayons du discernement et apprenons le discernement. On parlait tout à l'heure de sources d'information, quelle information est valable. On ne parle pas de diffamation ou de choses comme ça. Fake news. Qui profite le crime? Quand une news paraît quelque part, certains journaux, certains supports médiatiques, etc. Et méfions-nous des médias aussi. Je veux dire, il y a un truc qui m'a rendu fou, c'est un terme que je connais depuis 40 ans, les journalistes l'ont découvert il y a 6 mois, c'est l'algorithme. L'algorithme. Oh la vache. Alors vous allez au guichet de la préfecture, avant on vous disait ah ça marche pas, c'est l'informatique, maintenant on vous dit c'est l'algorithme. Évitez ces pièges-là, quoi. Et ça s'apprend. Et le discernement, dans le privé ou avec les gamins qui sont en cours, les étudiants, etc., si à l'école et ailleurs, par d'autres biais, avec leurs parents, ils n'acquièrent pas une solide culture générale, ils n'auront pas de discernement. Si on arrête d'enseigner l'histoire ou si on l'enseigne mal, si on n'enseigne plus, moi j'ai des cours d'instruction civique. On m'a appris ce que c'était un conseil municipal, un parlement, ce que c'était la loi, les organisations judiciaires, etc. J'avais 12 ans, j'ai compris. Donc si on n'apprend plus ça à nos gamins, le discernement, ils vont peut-être pas l'avoir. Voilà. Bon, discernement, a priori le mot est lâché. Hein. Ça va peut-être être la conclusion de cette table ronde. Je pose cette question de manière ouverte et évidemment naïve. Si quelqu'un veut rebondir dessus, il le peut, bien sûr. Hein. On a vu que la transformation numérique irrigue tous les domaines, le monde académique, le monde professionnel, la sphère privée. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la culture numérique, celle qui nous tient à cœur, celle qu'on essaie d'inculquer, donc par cette forme de formation numérique, n'est pas en quelque sorte une nouvelle forme de compétence transversale qu'il convient d'acquérir pour s'en sortir dans ce monde qui se transforme? Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Je ne sais pas. Je dirais que oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Il faut former au numérique, c'est former à se comporter dans l'environnement numérique, avant tout. Après, c'est bien sûr apprendre à utiliser les outils, mais c'est essentiellement apprendre à se comporter dans l'environnement. Le discernement, l'esprit critique. Surtout que le modèle économique fait que les usagers massivement, on sait comment fonctionne Google, hein, c'est le principe de la popularité, donc il suffit d'inverser la tendance. Ils feront, les GAFA, ils feront ce que les usagers souhaitent.
donc, aux usagers, donc à nous tous, d'inverser la tendance pour ne pas tomber dans certains pièges, et puis à nous, enseignants, formateurs, à former les étudiants à cela. Moi, je rebondis sur les bibliothèques. C'est vrai que l'usage de la bibliothèque, de la documentation universitaire, fait partie des compétences transversales, qu'on peut appeler transversales, qu'un étudiant doit avoir, je pense, pour réussir son passage à l'université. Et on a, nous, dans les bibliothèques, ce qu'on appelle un portail documentaire, et je trouve que ça porte très bien son nom, parce que, bon, c'est notre site web, mais c'est effectivement un portail dans le sens où il faut passer par là pour accéder à la documentation. Et c'est des compétences qui sont pas si évidentes que ça. Quand on pose une question toute simple à un étudiant, et moi je fais en TD, je fais cet exercice-là. C'est-à-dire que je leur donne une référence d'articles de revue, et je leur demande d'utiliser le portail documentaire pour aller lire l'article. Et la plupart des étudiants n'y arrivent pas. Et ils ont besoin de nos formations pour qu'on leur explique comment les choses fonctionnent. Et pour y arriver, donc, il y a vraiment nécessité, je pense, quand même de se former à ces choses-là, parce que c'est une question toute simple, finalement, qu'un enseignant peut très bien donner une référence d'article et demander à un étudiant d'aller le lire, et c'est important que l'étudiant sache le faire. Bon, après, tout en sachant que l'étudiant peut très bien se rendre dans n'importe quelle bibliothèque et qu'il y aura toujours du personnel qui sera là pour lui montrer comment faire, si jamais il ne s'en sort pas tout seul. Mais voilà, les formations sont aussi là pour ça. Oui, je pense qu'on a vu depuis le début de la matinée que la transformation numérique touche toutes les sphères, tous les métiers, et, tous les domaines. Donc je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que ça devient définitivement une compétence transversale. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, j'espère, à l'université. Voilà. Je voulais dire quelque chose encore au sujet de l'entreprise et de la vie privée, mais j'ai un trou. J'ai un trou. Je ne sais plus. À la rigueur, c'est pas grave. Je crois qu'on a beaucoup débordé, donc à la rigueur, on va laisser tout le monde aller prendre un café bien mérité. Alors, comme on a beaucoup débordé, on a à peu près une demi-heure de retard sur le planning. Vous voyez qu'on est excellent en maîtrise du timing. Je vous propose de faire une pause café un peu plus courte que prévu.